Le condensateur est un composant électronique capable de stocker des charges électriques lorsqu'il est intégré à un circuit, et de les libérer lorsque l'énergie est retirée, fonctionnant de la même manière qu'une batterie. Mais quel est le fonctionnement interne d'un condensateur? Le premier condensateur a été inventé en 1746 de manière indépendante par deux scientifiques, Ewald Georg von Kleist et Peter van Musschenbroek. Il est connu aujourd'hui sous le nom de bouteille de Leyde, en référence à l'université de Leyde où Peter travaillait. Il s'agissait d'une bouteille en verre remplie d'eau, dans laquelle se trouvait une tige métallique qui servait de conducteur entre l'eau et l'extérieur et qui était également recouverte à l'extérieur d'une feuille de métal. Le fonctionnement de la bouteille de Leyde était simple, on connectait la tige et la feuille de métal aux deux pôles d'une source de courant continu, et après quelque temps, la connexion était interrompue. Ensuite, la bouteille pouvait être déplacée et l'énergie accumulée n'était pas libérée jusqu'à la formation d'un nouveau circuit fermé entre la tige et la feuille de métal. Au départ, on pensait que c'était l'eau à l'intérieur qui accumulait l'énergie, mais en réalité les charges s'accumulaient sur les parois de la bouteille qui séparaient l'eau de la feuille de métal. Quand la bouteille de Leyde était soumise à un courant continu, les charges ne pouvaient pas traverser le verre, mais comme les charges positives et négatives s'attirent mutuellement, elles commencent à s'accumuler dans l'endroit où elles pouvaient être les plus proches les unes des autres, c'est-à-dire sur la surface du verre. De cette façon, même si la source de courant continu était retirée, la force d'attraction entre les charges les maintenait dans leur position, au moins jusqu'à ce qu'elles trouvaient un chemin de moindre résistance pour se rejoindre. Se rendant compte que l'eau n'était pas ce qui stockait l'énergie, elle a été remplacée par une autre plaque de métal. C'était beaucoup plus pratique car elle permettait de stocker une quantité d'énergie similaire avec un poids plus léger. Ce type d'optimisation orientée vers la réduction du poids est toujours pertinent aujourd'hui, et elle est souvent liée au terme de densité énergétique. Ces dernières découvertes liées à son fonctionnement ont été faites par Benjamin Franklin, qui a curieusement utilisé une bouteille de Leyde pour accumuler l'énergie obtenue lors de sa célèbre expérience consistant à faire voler un cerf-volant pendant une tempête pour confirmer la nature électrique des foudres. En outre, pour comprendre son fonctionnement, il a simplifié la forme de la bouteille de Leyde en la réduisant à 3 plaques, une plaque de verre au milieu et 2 plaques de métal de chaque côté, avec lesquelles il a pu obtenir le même résultat d'accumulation d'énergie que la bouteille de Leyde originale. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne un condensateur, nous devons également comprendre quelles sont les variables qui affectent son fonctionnement. La capacité de stockage d'énergie d'un condensateur est appelée capacité, et son unité de mesure est le farad, tiré du nom de Michael Faraday, que vous devez connaître par les vidéos sur les moteurs et générateurs électriques. À son tour, le nombre de farad d'un condensateur dépend de la surface couverte par les plaques de matériaux conducteurs, de la distance de séparation entre les plaques et enfin de la constante de permittivité du matériau diélectrique, qui est liée à la capacité d'agir comme un isolant électrique. Il est important de mentionner qu'un farad correspond à une capacité énorme de stockage d'énergie, donc les capacités sont généralement exprimées en microfarads ou picofarads. Une autre formule importante lorsqu'on parle de condensateur est la charge électrique qui sera accumulée dans un circuit donné. Cette charge est égale à la tension qui est appliquée au condensateur, multipliée par sa capacité. N'oubliez pas que chaque condensateur a une tension maximale à laquelle il peut fonctionner. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que des condensateurs anciens, alors concentrons-nous sur l'un des condensateurs les plus simples que l'on trouve actuellement, le condensateur céramique, ou comme certains le connaissent, la lentille. Ce type de condensateur mesure généralement entre 5 mm et 1 cm de diamètre, et si nous les ouvrons, nous trouverons 3 disques, un en métal, un en céramique, qui est un matériau diélectrique et un autre en métal. Si nous le comparons avec le dessin de Benjamin Franklin, nous nous rendrons compte que de nombreuses années ont passé et que la vérité est que ces condensateurs n'ont changé que leur matériau et leur dimension. En raison de leur grandeur, la quantité d'énergie qu'ils peuvent accumuler est très faible, de quelques picofarads à 0,1 microfarad. Bien que ces valeurs puissent sembler trop faibles pour être utiles, les condensateurs céramiques sont souvent utilisés pour filtrer les signaux. En fait, ce type d'utilisation est extrêmement important dans de nombreuses applications, mais je laisserai cela pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur leur fonctionnement. Le prochain type de condensateur que nous allons examiner est le condensateur électrolytique à l'aluminium.
si nous ouvrons un condensateur électrolytique, nous trouverons une série de feuilles enroulées en spirale, et si nous les coupons transversalement, nous nous rendrons compte qu'elles forment la combinaison conducteur-diélectrique-conducteur nécessaire à un condensateur. Plus précisément, nous trouverons d'abord une feuille d'aluminium avec une couche d'oxyde épaisse générée par un processus d'anodisation, puis une feuille séparatrice de papier mouillé avec un électrolyte, c'est-à-dire une substance contenant des ions libres et qui peut donc transmettre l'électricité, et enfin une autre couche d'aluminium, qui possède également une couche d'oxyde mais générée par l'oxydation naturelle du métal. Dans ce cas, le papier, qui pourrait être considéré comme le diélectrique, n'agit que comme un conducteur. Dans ce cas, le diélectrique est la couche épaisse d'oxyde et comme celle-ci est générée par un processus chimique contrôlé, son épaisseur est seulement de l'ordre de quelques microns, ce qui, si l'on se souvient de la formule déjà présentée, implique une augmentation de la capacité. Ce type de condensateur peut être capable d'accumuler quelques centaines de microfarades et de travailler à des tensions élevées. Cependant, contrairement aux condensateurs céramiques et en raison de la distribution asymétrique de ses composants, ils possèdent une polarité, et si celle-ci est inversée, ils peuvent générer un court-circuit interne, produisant de la chaleur et évaporant rapidement l'électrolyte, qui, étant à l'intérieur d'un espace scellé, augmenterait la pression interne du composant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister en d'autres termes. Le prochain type de condensateur que nous allons examiner est le condensateur électrolytique au tantale. La première différence entre ce condensateur et celui à l'aluminium, en ignorant évidemment le fait qu'ils sont fabriqués avec des matériaux différents, et qu'au lieu d'utiliser des feuilles, ils sont composés d'une masse compacte de billes de tantale, préalablement assemblées par un processus connu sous le nom de frittage. Ce qui est intéressant dans cette décision est que la surface totale du condensateur sera égale à la somme de la surface des billes internes, ce qui permet d'obtenir une grande surface dans un volume compact, en visant de nouveau à maximiser la capacité de charge. Par la suite, de multiples traitements sont réalisés sur cette base de tantale, qui sera notre premier conducteur, afin d'ajouter de nouvelles couches de matériaux. La première d'entre elles est la couche de pentoxyde de tantale, qui correspondra à notre matériau diélectrique, et qui possède une permittivité 2 fois plus élevée que l'oxyde d'aluminium, ce qui, si l'on se souvient encore de la formule, va augmenter la capacité de l'ensemble. Ensuite, on ajoute une couche de bioxyde de manganèse, qui agira comme l'électrolyte, mais cette fois il sera solide et pas liquide. Enfin on ajoute une couche de graphite et d'argent, qui seront connectés à l'autre extrémité du condensateur. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que ces deux derniers matériaux sont utilisés pour des raisons de compatibilité plus qu'autre chose, car tous les matériaux n'adhèrent pas les uns aux autres. Ou bien ils permettent de faire la connexion sans détruire les couches internes, car essayer de souder quelque chose pourrait faire fondre les couches et ruiner tout le travail. Après toutes ces couches, les composants sont encapsulés, formant un condensateur très compact et de profil bas. Pour cette raison, ce type de condensateur est un bon choix pour être utilisé dans des circuits imprimés. Enfin, le dernier type de condensateur dont je veux parler dans cette vidéo est le supercondensateur. Ils sont connus pour leur capacité à stocker une grande quantité de charge, mais à une tension réduite. À l'extérieur, ils sont très similaires aux condensateurs électrolytiques à l'aluminium, cependant, si nous faisons la coupe transversale, nous trouverons d'autres composants. Dans ce cas, l'élément principal à utiliser est des feuilles de charbon actif ou des nanotubes de carbone, un électrolyte, généralement de l'acétonitrile et un séparateur, qui peut permettre le passage des ions de l'électrolyte, mais empêcher le contact direct entre les deux plaques de carbone. Au départ, lorsque le condensateur est déchargé, les ions de l'électrolyte sont désordonnés. Par la suite, lorsque le système est connecté à une source de courant continu, ils sont réarrangés et les ions positifs vont vers le carbone chargé négativement et les ions négatifs vont vers le carbone chargé positivement. Lorsque cette séparation est générée, le flux de courant est stagnant, quelque chose très similaire à ce qui se passe dans les diodes comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Comme vous pouvez le voir, dans ce cas il n'y a pas de diélectrique comme dans les autres types de condensateurs, mais les charges s'accumulent au point de contact entre le carbone et l'électrolyte. Cependant, elles ne peuvent pas circuler en raison du comportement mentionné précédemment. De plus, cela se produit dans chacune des feuilles de carbone, raison pour laquelle ce type de condensateur est aussi souvent appelé condensateur électrique à double couche ou EDLC, pour son sigle en anglais. Mais ce n'est pas cette caractéristique qui leur permet d'accumuler autant de charges électriques, mais l'utilisation de charbon actif ou de nanotubes de carbone,
car ces matériaux sont extrêmement poreux et augmentent donc considérablement la surface dans laquelle les charges peuvent se placer. Ce que vous voyez dans cette vidéo n'est qu'une simplification. Si nous examinons leur composition sous un microscope, cela serait plus similaire à ceci. Et la même chose se passe pour l'aluminium anodisé et les billes de tantale, dont la rugosité est extrêmement faible. Je voudrais également mentionner que, bien que ce type de condensateur a une composition symétrique des couches, il n'a pas besoin d'être connecté avec une polarité spécifique, il est recommandé de toujours utiliser la même polarité, car si on l'inverse, cela peut réduire sa capacité de charge, probablement parce que les ions doivent se déplacer physiquement vers l'autre paroi. Enfin, pour pouvoir transmettre cette grande quantité de charge, ces condensateurs peuvent avoir plusieurs collecteurs, car s'ils étaient trop petits, ils pourraient chauffer comme une résistance. Pour vous montrer la grande différence de capacité qui existe entre un condensateur électrolytique à l'aluminium et un supercondensateur, mes amis de Seismic Robotics m'ont invité dans leur bureau pour effectuer quelques tests. Comme vous pouvez le voir, le condensateur électrolytique peut seulement faire démarrer le moteur pendant quelques secondes, alors que le supercondensateur peut continuer comme ça pendant plusieurs minutes. Et même, s'ils sont connectés en série, ils peuvent chauffer un morceau de métal au rouge. Comme toujours, merci à tous ceux qui me soutiennent en partageant mon contenu, comme la page de Mechatronica sur Facebook et aussi à Seismic Robotics pour m'avoir invité à leur bureau pour voir les supercondensateurs.